Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Annecy Bitcoin Meetup, 58e du nom, peut-être 100e, je sais plus. Ravi de vous retrouver ici. Ce soir, on accueille Abel qui va nous présenter naviguer vers l'autonomie, la liberté financière, énergétique et souveraineté personnelle. Donc en tant que gestionnaire de patrimoine de profession, il va pouvoir aborder ce sujet qui est important, de comment conserver la valeur dans le temps et le lier avec Bitcoin et puis la philosophie plus globalement. Donc j'espère que vous passerez un bon moment. Donc on va en profiter pour présenter l'association Alpine Chain qui nous accueille dans le cadre de ces meet-up. Notre objectif, c'est justement de vous apporter du contenu. Le premier mercredi du mois, plus spécifiquement autour de Bitcoin et la révolution monétaire, et les troisièmes mercredis du mois pour la partie plus Web3, réseau, crypto et tout ce qui va autour de ça. Notre objectif de pouvoir informer 1000 personnes, on a fait le petit calcul, depuis qu'on a commencé, on est déjà un peu plus de la moitié de l'objectif. Impulser un réseau, c'est-à-dire avec les contacts qu'on va prendre chacun, vous aider peut-être à lancer votre projet ou nous apporter des idées de projet. Voilà, créer du réseau tous ensemble et pouvoir découvrir ce nouveau monde qui s'ouvre à vous. Je vais laisser la parole à Abel. Fais-nous bien ta super présentation. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de voir des visages familiers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Abel Rabérin. J'ai fait un master en gestion internationale de patrimoine à l'université de Paris-Dauphine. Avant ça, j'avais fait une licence d'économie droit. Et je me suis intéressé à Bitcoin, ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant. Je monte également ma société. Je suis également investisseur à côté et créateur de contenu depuis peu. Donc voilà pour la petite présentation. Je fais un petit disclaimer, tout ce que je vais dire ici forcément n'est pas du conseil ni fiscal ni financier. Je dis juste ma passion de venir ici pour en discuter. Avec cette intervention, j'ai essayé de mettre en lien et j'ai voulu mettre en lien ce que j'ai pu apprendre justement dans la gestion de fortune et ce que je découvre avec Bitcoin tous les jours. Je précise quand même que par rapport à Bitcoin, je me considère plutôt comme un débutant par rapport à tous les gens que j'ai pu découvrir dans l'écosystème. Et l'objectif également pour moi, c'est aujourd'hui de pouvoir vous accompagner justement à vous créer déjà un patrimoine. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que normalement vous êtes sur la bonne voie. Et que vous soyez au début de cette aventure d'accumulation de richesses ou plus avancée, je pense que ici vous allez pouvoir prendre chacun des informations à ramener chez vous ce soir. J'ai intitulé l'intervention « Naviguer vers l'autonomie, liberté financière, énergétique et souveraineté personnelle ». Et la ligne directrice pendant toute l'intervention, c'est vraiment l'objectif d'arriver vers un individu souverain, donc un individu libre dans tous les domaines. Donc on va quand même insister beaucoup sur l'aspect financier, mais il n'y aura pas que ça. Donc pour l'annonce du plan, on va commencer avec une première partie sur la sécurisation du patrimoine. Ensuite, comment créer son patrimoine et le faire fructifier. Une troisième partie où on revient sur la protection du patrimoine. Donc là, on rajoute une couche à la première partie. On va dire qu'avec la deuxième partie, je vous fais un peu souffler. Sur la quatrième partie, comment redevenir souverain sur ses pensées et ses émotions. Et sur la dernière partie, je vais parler de l'agriculture libre et le retour aux valeurs traditionnelles. Et ensuite, on aura un moment d'échange à la fin. Donc je commence, sécurisation du patrimoine pour l'aspect liberté financière. Donc pour protéger votre fortune, vous avez un produit qui n'est pas forcément connu de tous, qui s'appelle le trust. Donc le trust, c'est un document officiel qui vous permet d'organiser tous vos patrimoines et surtout de séparer l'aspect personnel et vos actifs. C'est-à-dire que quand vous faites un trust, vos actifs sont au nom du trust, ils ne sont plus à votre nom. Donc ça, c'est un moyen qui est absolument remarquable de pouvoir protéger sa fortune. Et le trust, il est fait toujours pour les bénéficiaires, pour vos enfants, pour votre famille. C'est toujours l'objectif qu'on vise ici. Donc dans le trust, c'est un contrat tripartite, donc il y a 3 parties. Donc il y a le grantor. Le grantor, on va dire que c'est vous, aujourd'hui ce soir, qui est ici. Donc c'est le constituant, c'est celui qui veut protéger ses actifs pour sa famille. Ensuite, on a le trustee qui est soit un avocat tout seul, donc une personne physique, soit une personne morale, donc ça peut être un cabinet d'avocats, ou ça peut être une institution financière qui ne fait que ça, qui fait de la gestion de trust pour les grantors. Et les bénéficiaires, ce sont les gens que vous voulez protéger. Vous pouvez imaginer le trust un peu comme un coffre-fort ultra personnalisé.
Dedans, comme j'ai dit, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez, c'est-à-dire des actions d'entreprise, de l'immobilier, des œuvres d'art, des voitures, des collections de montres, etc. Le trust, il s'adapte vraiment à vos besoins et il permet de contrer l'emprise de l'État sur les biens personnels. Donc il faut vraiment le voir comme une bouée de sauvetage. Et quand on repense à certains événements marquants comme en 2008, on a vu que même les structures en France, les structures juridiques qui sont censées protéger les chefs d'entreprise, il y a eu une rupture de la confiance parce que le gouvernement est allé chercher justement les biens personnels des entrepreneurs alors même qu'ils devaient être protégés par cette structure juridique. Donc ça n'aurait pas été possible avec un trust. Puis ensuite, je vais parler également de la fameuse loi Sapin 2. Donc la loi Sapin 2, c'est une loi qui a été établie en France pour permettre au gouvernement de mettre la main sur vos fonds d'assurance vie. Donc l'assurance vie française, c'est le produit financier préféré des Français. Grâce à cette loi Sapin 2, si le président décide qu'on est en guerre, qu'on est en crise ou peu importe, de façon arbitraire, il peut geler totalement les fonds des assurances vie. Donc ça aussi, c'est pas possible avec un trust quand on l'a bien constitué. Donc dans ce contexte, utiliser un trust offre une couche supplémentaire de sécurité, mettant à l'abri vos actifs des interférences étatiques. On parle ensuite de Bitcoin. Pourquoi je fais cette transition? C'est parce qu'on parle souvent de quand on investit dans Bitcoin ou dans les crypto-monnaies, on peut devenir notre propre banque. Avec les trusts, quand ils sont bien constitués, les trusts, vous pouvez également... C'est une façon de se débancariser petit à petit. Comme Bitcoin. Ici, avec Bitcoin, vous devenez le seul responsable de votre argent. C'est une révolution sans précédent. Avec les prêts lombards et une gestion intelligente de vos Bitcoins, vous n'aurez à terme plus ou peu besoin des banques traditionnelles. Daniel, il me posait une question tout à l'heure, il me disait oui, mais comment je fais si je veux faire des transactions dans la vie de tous les jours? Donc là, je précise que quand je dis qu'on n'a plus besoin des banques, c'est surtout sur la partie épargne, long terme et succession. Sur les transactions de la vie de tous les jours, bien sûr, on peut garder un compte bancaire pour les transactions, pour les petites transactions. Donc ça, c'est vraiment juste une représentation de... Avec Bitcoin, vous êtes votre propre banque. Mais c'est pas tout beau tout rose, car tout est transparent sur la blockchain. Et donc il y a un problème d'anonymat qui est assez grand sur Bitcoin ou sur les cryptos, où on sait quelle adresse appartient à qui, etc. Donc je trouve que c'est un problème assez énorme sur la vie privée au final. C'est pas l'objectif. Donc moi j'aimerais théoriser quelque chose où on pourrait rajouter une couche d'anonymat en détenant nos Bitcoins via un trust. Ça pourrait rajouter une couche d'anonymat qui serait pas négligeable. Ensuite, tu peux descendre. On va parler de l'importance de s'éduquer et de revoir ses stratégies de self-custody. J'ai l'impression que ça se termine jamais avec Bitcoin ou avec les cryptos. C'est toujours des choses à revoir. Pourquoi je parle de la self-custody? Parce que ici, vous avez la répartition des détenteurs de Bitcoin. On a la chance d'avoir encore une grande partie des Bitcoins qui sont détenus par des individus. Mais le grand carré rectangle ici, c'est tous les Bitcoins qui ont été perdus. Donc il y a plus de 4 millions de Bitcoins qui sont perdus. Donc c'est soit des gens qui n'ont pas réussi à maximiser leur stratégie de sécurisation et qui ont perdu l'accès à leur Bitcoin, soit c'est tout simplement des gens qui sont décédés et qui n'avaient pas prévu forcément la succession. Donc on privilégiera toujours les clés froides. Là je vous ai mis à l'image une clé Ledger. Quand vous avez ça, vous êtes normalement très bien protégé. Maintenant j'ai mis Ledger, mais il y a d'autres entreprises qui le font bien évidemment, ce type de hardware. Donc là, ce qui peut être important aussi pour ajouter une couche de sécurité sur vos phrases de récupération qui vous donnent accès à vos bitcoins, à vos cryptos, c'est de les écrire de les graver dans le métal. Donc quand on les grave dans le métal, déjà tout ce qui est incendie, tout ce qui est inondation, ça peut être très intéressant d'avoir sa phrase de récupération sur du métal. Pour encore plus aller plus loin, on peut mettre la moitié de la phrase dans un coffre et l'autre moitié dans un autre coffre, dans des lieux bien distincts. Là, normalement, en termes de sécurité, on est quasiment au top. Donc en somme, en associant la puissance du trust et l'agilité de Bitcoin, on se forge une armure moderne contre les surprises pas toujours agréables du monde économique et financier. Est-ce que ça va jusque-là? Question sur le prêt lombard, si tu pourras nous dire après ce que c'est qu'un prêt lombard. Ok, je vais essayer de le mettre dans la partie fructification, mais très rapidement, pour donner une définition rapide, l'idée ce serait de ne jamais vendre ses bitcoins, et avec ces bitcoins, on pourrait les mettre en collatéral d'un prêt, c'est-à-dire que tu pourrais avoir des bitcoins et te dire que tu ne veux pas les vendre, mais tu veux, entre guillemets,
les louer, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'il n'y aurait pas une dépossession réelle, mais ce serait de trouver des moyens de pouvoir mettre tes bitcoins en collatéral d'emprunt en fiat, donc tu aurais des euros ou des francs suisses en contrepartie, et tu vivrais juste comme ça. Ce serait juste exceptionnel. Tu rembourses ce cas-là, C'est ça. et ton collatéral, si jamais tu rembourses pas, c'est tes bitcoins. C'est ça. Ok. Donc ensuite, on passe sur la deuxième partie, créer son patrimoine et le faire fructifier. Donc là, on est sur cette partie, créer son patrimoine et le faire fructifier. Donc dans la première partie, on a vu comment blinder entre guillemets vos actifs. Et maintenant, on va essayer de réfléchir aux possibilités de gonfler votre patrimoine pour appréhender pleinement cette révolution qu'est Bitcoin. Pour ça, j'aimerais parler de la défense de l'éthique et de la morale. C'est-à-dire que quand on arrive dans Bitcoin, si on a envie de réellement participer à la résistance entre guillemets du système traditionnel, on peut acheter, investir dans un nœud Bitcoin. Donc quand on investit dans un nœud Bitcoin, on favorise la décentralisation. Ça c'est plus pour l'aspect moral et éthique, parce qu'il n'y a pas forcément d'incitation financière à faire ça. Ensuite, l'étape d'après, c'est de penser à investir dans du capital, donc dans des machines de minage. Quand on achète des machines de minage, on favorise également la décentralisation, la sécurité du protocole. Donc il y a une certaine implication qui est, je trouve, assez cool à faire, même juste pour l'expérience. C'est vrai que les calculs de rentabilité ne sont pas forcément hyper faciles à comprendre, mais d'investir déjà pour le plaisir entre guillemets de l'expérience, c'est assez cool. Là, je vous ai mis une image que j'ai générée avec ChatGPT. Donc les œufs, ça correspondrait à vos bitcoins. Donc quand on investit dans Bitcoin, on achète des œufs entre guillemets, et quand on investit dans des machines de minage, on investit dans la poule aux œufs d'or. Donc quand on investit dans des machines de minage, on reçoit des portions de Bitcoin tous les mois, et je trouve ça cool. Je peux te poser une petite question? Bien sûr. Quand tu investis dans une machine de minage, est-ce que ça veut dire que tu deviens mineur? Ou est-ce que tu peux investir? C'est ça, hein, que ça veut dire, hein, c'est que tu deviens... T'es mineur, ouais. C'est exactement ça. Donc il n'y a pas forcément de spécificité technique, à part si on veut détenir la machine chez soi et tout faire tout seul. Ça demande des compétences que je n'ai pas. Mais on peut passer par une entreprise qui va hoster détenir vos machines pour vous. Par exemple, je travaille avec une entreprise qui travaille dans 7 pays différents. Moi, personnellement, j'ai des machines qui sont branchées au Paraguay. Donc c'est mes machines, mais elles sont détenues par l'entreprise. L'entreprise prend sa commission forcément, mais je reçois une toute petite portion chaque mois. Ensuite, je voulais vous parler de la maximisation des UTXO. Donc là, on rentre dans de l'hygiène de portefeuille. Pour l'instant, à très court terme, ça pourrait être vraiment que pour les bitcoiners maximalistes qui veulent faire les choses bien. Mais à moyen long terme, si les frais de transaction venaient à exploser, ça pourrait être embêtant même pour les débutants qui ont juste leur petit DCA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à la finance traditionnelle, quand dans la finance traditionnelle vous voulez effectuer des transactions, les frais bancaires, ils sont pareils pour tous les clients de la banque, plus ou moins. Mais quand vous êtes sur Bitcoin, les frais vont dépendre de différents facteurs, de beaucoup de facteurs. Et pour maximiser entre guillemets son hygiène de portefeuille et réduire les frais de transaction au maximum, ce qui est important, c'est d'avoir les meilleurs outils possibles, les meilleurs hardware possibles. Donc la meilleure connexion Internet possible, les meilleurs ordinateurs, la meilleure clé froide possible, et en dernier point, consolider vos UTXO. Donc un UTXO, c'est un Unspent Transaction Output, et ça représente des fractions de Bitcoin que vous détenez et qui sont prêts à être dépensés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous recevez des Bitcoins, vous recevez des UTXO, des nouveaux UTXO. Et lorsque vous allez effectuer, par exemple, dans le long terme, donc là, on pourrait considérer que vous avez fait un DCA. Donc un DCA, c'est un Dollar Cost Average. Donc ça veut dire que vous investissez chaque mois une petite somme. Donc ça pourrait correspondre à votre DCA. Donc chaque mois, vous recevez une petite somme, une petite somme, une petite somme. Et puis au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, vous vous dites « Ah ben j'aimerais bien effectuer une transaction en Bitcoin ». Si vous n'avez pas fait cette consolidation du TXO, lorsque vous allez essayer de faire une transaction pour un montant, on peut dire, plus élevé que vos DCA, les chemins pour aller chercher ces UTXO-là vont alourdir la transaction. Donc ça va rajouter de la data. Plus il y a de data dans une transaction, plus les frais de transaction sont élevés. Et si, en plus de ça, il y a énormément d'activité à ce moment-là, eh ben, ça va vous coûter très cher. Alors que si vous faites votre consolidation du TXO,
par exemple, maintenant que les frais ne sont pas forcément hyper élevés, et quand vous voudrez faire une transaction dans le futur, les frais seront maximisés. Donc là, je sais que c'est un niveau un petit peu plus possible, mais c'était surtout pour parler du timing des UTXO. Maintenant, je vais faire une transition sur le timing des donations. Donc là, on revient sur de la gestion de patrimoine traditionnel. C'est que quand vous détenez des crypto-monnaies, des bitcoins, il faut savoir que si vous ne faites rien avant votre décès, ces cryptos-là, votre bitcoin, tombent dans ce qu'on appelle votre actif successoral. Cet actif successoral est lourdement taxé en France. Donc ça peut être, si vous êtes riche en plus, c'est pire, mais ça peut monter à 60-70% si vous faites rien. Donc c'est pour ça qu'ici, moi, ce que je privilégie, c'est de anticiper la succession et commencer à donner vos bitcoins à votre famille, à vos enfants, à vos héritiers. Et donc pour faire ça, il y a un certain timing que vous pouvez avoir. Au niveau des règles de droit, les donations partage, c'est la meilleure forme possible pour faire ces donations. Et vous pouvez donner jusqu'à 100 000 € de valeur Bitcoin tous les 15 ans par enfant et par parent. Donc si on se prépare bien, c'est quand même assez intéressant. Et sur le timing des donations, là je vous ai mis un graphe des bear et des bull market. Si vous donnez en bear market, vous pouvez en profiter car vous allez pouvoir donner plus d'unités de Bitcoin à vos enfants. Et si vous décidez d'attendre les bull market pour donner, vous allez donner moins d'unités de Bitcoin, mais par contre, vous allez pouvoir effacer plus de plus-value. Et donc réduire votre base d'impôt. Donc ça peut être si vous avez d'autres investissements à côté, si vous avez des entreprises, etc. Cette pratique de donation, elle n'est pas seulement avantageuse du point de vue fiscal, elle est surtout rassurante, vous permettant de savoir que vos héritiers bénéficieront pleinement de votre héritage numérique sans se heurter à d'éventuels obstacles. La quatrième partie de ce passage, c'est ma partie préférée, même si elle ne dure pas longtemps, c'est le fait de commencer à regarder autour de Bitcoin. Pas que Bitcoin, mais aussi ce qui se passe à côté. Là, on a des entreprises traditionnelles, de la finance traditionnelle, qui commencent à s'intéresser à Bitcoin. Je vous ai mis l'exemple de MicroStrategy, qui a pris 150% l'année dernière. Je vous ai mis le graphe ici. Et je vais vous expliquer leur stratégie. Donc, Michael Saylor, c'est l'ancien CEO de cette entreprise. Et, donc leur stratégie, c'est que d'une part, MicroStrategy achète des bitcoins en grande quantité, avec surtout l'intention de ne jamais vendre. C'est-à-dire ils achètent en grande quantité, ils détiennent aujourd'hui 1% de la supply de bitcoin et ils annoncent publiquement qu'ils ne vendront jamais. Donc en faisant ça, ils essayent de réduire l'offre de bitcoin. Et on sait qu'à mesure qu'on avance, bitcoin se raréfie déjà. Donc on a déjà une offre qui se réduit. Et de l'autre côté, le PDG, donc Michael Saylor, a décidé de démissionner de son poste de PDG pour devenir Executive Chairman et utiliser 100% de son temps et de son énergie pour éduquer les gens à Bitcoin. Donc il fait énormément de contenu, énormément de podcasts, de conférences. C'est là je l'avais rencontré à Prague donc l'année dernière. Donc du coup, en favorisant l'éducation, il augmente quoi? Il augmente la demande de Bitcoin. Donc d'un côté, ils réduisent l'offre et de l'autre côté, ils augmentent la demande. Et le clou du spectacle, c'est que à mesure que leurs avoirs en Bitcoin augmentent, leur capacité d'emprunt augmente également. Et donc du coup, ils achètent encore plus de Bitcoin. Ça revient un peu au pré-lombard de ce que tu me disais tout à l'heure. C'est un peu la même chose. Eux aussi, ils utilisent ce levier-là. Donc moins d'offres, plus de demandes, ça pourrait être égal à un prix par Bitcoin plus élevé, mais aussi un prix de l'action MicroStrategy plus élevé. Donc en récapitulant cette partie, on a vu comment transformer la sécurité en opportunité et le Bitcoin en véhicule de croissance. Que vous consolidiez vos UTXO, optimisez le timing des donations. Vous pouvez retenir donation partage et vous pouvez retenir donner purge la plus-value. Ou vous pouvez également vous inspirer de d'une technique d'investissement justement qui consiste à regarder les entreprises traditionnelles qui commencent à adopter le Bitcoin. Et du coup, ça vous permet d'acheter des actions traditionnelles pour vous exposer indirectement à Bitcoin. Donc l'idée ici, c'était de se dire qu'on entend souvent parler du fait que sur Bitcoin, il n'y a pas de yield, pas de rendement. Et ben moi, je vous dis que si on regarde bien à 360 degrés et qu'on essaie de regarder tout ce qui se passe même autour, on voit qu'il y a des possibilités d'avoir du rendement. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ils se recapitalisent comment? Ils ont quand même une activité, et c'est une entreprise technologique,
c'est du business intelligence, donc ils vendent du software, donc ils ont leur business qui tourne. Bitcoin, en fait, ça a été fait juste pour leur trésorerie. En fait, avant 2020, Michael Saylor, le CEO, il était anti-Bitcoin. Il disait c'est un Ponzi, ça marche pas le truc. Et en fait, en 2020, il s'est rendu compte pendant le Covid qu'ils avaient à ce moment-là 5 milliards de dollars. Le coût de l'inflation, tu le vois. En fait, ça fondait comme neige au soleil. Et donc, ils ont commencé à se demander mais comment est-ce que je peux préserver la valeur de ma trésorerie? Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à investir dans Bitcoin. C'était juste pour la trésorerie. Maintenant, ils commencent juste, depuis quelques mois, à pouvoir faire entre guillemets, de l'effet de levier avec leur Bitcoin. Mais c'est pas leur activité principale. C'est ça qui est encore plus fou. Ils prennent 150% alors que leur activité c'est juste du software. Et ils avaient 1, 2, 3% de croissance. Voilà, à regarder. Merci. Avec plaisir. Ensuite, la troisième partie, on passe sur la protection du patrimoine. Donc là, on rajoute une couche à la première partie sur la sécurisation du patrimoine. Donc, pour une meilleure protection de vos bitcoins, je vous propose dans un premier temps d'utiliser des outils de droit français. On a la chance en France d'avoir des outils qui sont simples d'utilisation. Donc le mandat de protection future, le mandat posthume, le testament, c'est des manières d'anticiper et de protéger sa famille. Un accident est vite arrivé, on sait tous, un accident, une maladie, etc. Ou le fait de devenir incapable avec le temps. Avec le mandat de protection future, ça vous permet de désigner une personne à l'avance qui s'occupera de vos intérêts et des intérêts de vos bénéficiaires, de vos enfants. Et le mandat posthume ou le testament, ça vous permet de spécifier vos volontés à l'avance. Pareil pour protéger vos enfants notamment. Ces outils-là, ils sont très simples. Hein. C'est un rendez-vous chez le notaire. C'est vraiment pas compliqué et ça vous permettra de dormir plus ou moins tranquille. Donc ça, c'était pour l'aspect légal. Avec les trusts, il faut savoir également qu'avec les trusts, vous pouvez faire de la protection encore plus personnalisée. C'est-à-dire qu'un trust, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, quand je vais décider, je veux que ma voiture, elle revienne à ma fille, que la maison, elle revienne à mon fils, que le portefeuille Bitcoin, vous le liquidez, vous répartissez comme ça, ou vous mettez telle ou telle entreprise, par exemple Casa, qui va faire la gestion pour vous, pour vos enfants. Les enfants, ils auront juste du yield, des rendements et basta. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur un trust. Maintenant, sur la partie technique, si vraiment vous voulez aller appuyer encore plus loin dans la spécificité de votre stratégie patrimoniale, vous pouvez personnaliser votre stratégie directement sur le code de Bitcoin. Donc le produit s'appelle Liana de l'entreprise Wizard Sardine et il vous propose justement de personnaliser directement votre stratégie de succession Bitcoin. Donc là, l'exemple que je vous donne ici, c'est que par exemple vous avez votre clé principale, vous avez vos Bitcoins, vous faites votre DCA, des transactions, etc. Et puis, avec ce produit-là, vous pouvez dire, s'il m'arrive quelque chose et qu'il n'y a plus de transactions, c'est comme ça que ça se traduit sur le code, s'il n'y a plus de transactions avec la première clé, je veux qu'au bout de 6 mois, les 2 clés que j'aurai laissées à mes enfants s'activent. Donc avec cette stratégie-là, vos enfants, au bout de 6 mois, par exemple, admettons que vous êtes décédé là, au bout de 6 mois, ils vont pouvoir avoir accès à vos fonds, à vos bitcoins. Admettons, dans le pire des cas, vos enfants soit refusent la succession, ça arrive souvent dans les familles, soit ils refusent la succession, soit ils décèdent et ils sont incapables d'activer les 2 clés. Vous pouvez avoir prévu qu'au bout de 12 mois, il y a une dernière clé qui s'active, et là, vous pouvez avoir désigné par contrat, par exemple, un professionnel de la gestion de fortune, ou un avocat, ou des institutions qui commencent à se créer déjà pour faire ce que vous leur avez demandé de faire. Donc ça peut être pareil, ça peut être, vous pouvez, si mes enfants sont plus là, vous donnez à ma femme, ou à mon cousin, ou à n'importe qui de la famille. Il faut savoir que pour ce type de capsules, ce qu'on appelle des capsules temporelles, vous pouvez également les faire avec les crypto-monnaies. Donc ce ne sera pas ce produit-là, ce sera avec les autres crypto-monnaies. Ce sera le produit de Ternoa qui s'appelle Time Guardian. La seule différence, c'est que ce ne sera pas sur le code d'une blockchain, vous allez juste donner l'accès à vos fonds à une entreprise. Donc il faut savoir qu'il y a quand même un risque de contrepartie que vous n'avez pas sur Liana, vous êtes directement sur le code de Bitcoin. Donc en résumé sur cette partie, pour ajouter une couche de protection à votre patrimoine, l'utilisation combinée d'outils juridiques français et de solutions techniques innovantes telles que Liana offre une protection optimale pour vos bitcoins, couvrant à la fois les aspects légaux et les aspects techniques. Donc là, on va se détacher de l'aspect que finance. Donc sur cette 4e partie, j'aimerais parler de comment redevenir souverain sur ses pensées et sur ses émotions. La ligne directrice que je vous ai donnée, c'est toujours
comment arriver à devenir un individu souverain libre. Donc le constat qu'on peut faire de la situation, en tout cas que je fais, c'est qu'il y a une réelle guerre de l'attention. C'est-à-dire que nous vivons dans une guerre où les grandes entreprises technologiques, donc les GAFA, mais notamment les médias, se battent pour notre attention. Là, je vous ai affiché les 10 milliardaires français qui détiennent plus de 90% des médias. Donc il est crucial dans un premier temps de prendre conscience pour pouvoir ensuite agir et retrouver notre liberté. Donc, pour mettre en comparaison cette information, c'est que les médias, il faut comprendre que leur objectif, en tout cas c'est ce qu'ils font depuis des années, c'est de nous maintenir dans ces états-là. Donc les états de peur, de culpabilité, de désir, de colère. Et les états émotionnels les plus bas que l'être humain peut expérimenter. Et nous, notre objectif, bien évidemment, de se défaire de ça et de monter sur des états vibratoires qui sont élevés, la joie, l'amour, la paix, et ce qu'on appelle le pur Tao. Donc le pur Tao, c'est l'état de flow. Donc l'état de flow, comme je disais à Daniel tout à l'heure, c'est l'état dans lequel j'étais quand j'ai fait cette présentation. C'est-à-dire quand j'ai créé cette conférence, c'est des états où vous oubliez de manger, vous oubliez de boire, vous êtes à fond dans votre truc. C'est vraiment la passion. Donc pourquoi je parle de ça? C'est parce on fait face à des risques technologiques et on est en train de tomber dans une absorption incessante à cause des médias, à cause des technologies. Et l'idée, c'est essayer de reprendre le contrôle sur ça. Donc là, je vais vous proposer des contre-mesures aux stratégies de distraction. Donc là, je vous ai mis une image du film 99 francs. C'est un film qui fait un peu la critique de la publicité, du marketing, etc. Et en fait, que ce soit le marketing, que ce soit les médias, leur objectif, c'est de toujours nous maintenir dans un état de manque, alors qu'on est dans l'ère la plus abondante qui a jamais existé. Et donc, pour sortir de ça, faut en prendre conscience. Ensuite, là, je vais vous montrer le type de technique qu'on peut utiliser. Il faut savoir qu'il y a des milliards d'euros qui sont dépensés chaque année pour utiliser les couleurs pour nous contrôler, pour qu'on passe plus de temps sur nos téléphones. Donc, comment on interprète une situation a énormément d'importance. Et donc, sans m'attarder plus longuement sur cette partie, pour conclure, en prenant conscience de ces influences et en choisissant activement où nous portons notre attention, nous pouvons préserver notre autonomie et forger un chemin vers une plus grande maîtrise de nos états internes et ainsi retrouver sa liberté de penser, liberté de ses émotions. Ça va toujours? Ouais. C'est la dernière partie. Il y a une notion qui est assez importante et qui m'a vraiment bouleversé ces derniers mois quand j'ai fait plus de recherches sur Bitcoin, et les Bitcoiners la connaissent, c'est la notion de time preference ou de préférence temporelle. C'est-à-dire que quand on commence à s'investir en termes de temps, d'énergie et émotionnellement dans Bitcoin, qu'on le fait à fond, hein, c'est-à-dire qu'on lit les livres, qu'on apprend l'économie autrichienne et pas l'économie keynésienne qu'on nous apprend à la fac. Donc pour la petite histoire, moi ma faculté d'économie et mes connaissances d'économie entre guillemets, c'est comme si je les avais arrachées quand je suis arrivé dans Bitcoin, parce qu'en fait c'est totalement l'opposé, c'est-à-dire que l'économie autrichienne, c'est vraiment l'école contraire de l'école keynésienne. Et quand on va aux conférences, quand on rencontre des bitcoiners, etc., c'est comme si le temps se distorsionnait entre guillemets. C'est-à-dire que on commence à pouvoir voir plus loin, on commence à pouvoir faire des projections long terme. En fait, c'est assez logique parce que quand on détient un actif qui prend de la valeur dans le temps, à l'inverse de la finance traditionnelle où les monnaies traditionnelles se déprécient, et ben on va commencer à pouvoir faire des projections et surtout revenir à des choses de la vie qui ont réellement de l'importance. Donc là, j'aimerais vous parler de l'attaque sur la propriété privée, l'attaque sur l'agriculture. Donc ce film, 99 Homes, c'est un film qui montre la réalité de ce qui s'est passé depuis 2008 et ce qui se passe toujours aujourd'hui.
Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les fonds d'investissement et les grandes fortunes, elles ont profité énormément de la crise de 2008. C'est-à-dire qu'ils ont pu racheter, et continuent à le faire, de racheter les maisons individuelles, les maisons familiales, à un prix cassé. Et également, donc, sur cette attaque-là, il y a une attaque sur l'agriculture. On a pu le voir, je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite en France et en Europe, mais on voit bien qu'il y a un agenda, ou en tout cas une visée sur les terres agricoles. Ensuite, l'objectif forcément, c'est de trouver des alternatives et de reprendre le contrôle sur ce qu'on peut, entre guillemets. Donc moi, j'aimerais vous parler d'un projet, mais au-delà du projet, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière qui est fondamentale. Donc je participe et j'investis dans ce projet-là. Je les aide notamment pour la partie financière avec les levées de fonds, également pour la partie juridique, où je fais intervenir surtout des professionnels de mon réseau. Donc Jean Réveillac, qui a eu cette idée en fait de créer des nouveaux types de gîtes ruraux autonomes mais connectés. Quand je dis connectés, c'est que il est ouvert aux nouvelles technologies, il est ouvert aux cryptos. Il aimerait bien mettre en place un système de DAO pour la gouvernance. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et moi, je lui ai dit que si déjà on arrivait sur une partie de la gouvernance, mettre en place une DAO, ce serait un miracle, surtout en France. Mais en tout cas, j'ai adoré le rencontrer parce qu'on a beaucoup d'intérêts en commun, notamment le principe de l'économie bleue, qui a été théorisé par Gunther Pauli. Donc l'économie bleue, en fait, l'idée, sans aller trop en détail, c'est de réussir à produire de l'énergie tout en ayant un impact positif en carbone. C'est-à-dire que là, on entend souvent des politiciens d'essayer de devenir neutre en carbone. Là, avec l'économie bleue, on peut produire et être positif. Donc c'est juste un changement encore de prisme. Le business model et l'activité principale de ce projet, ce serait l'activité touristique. Donc un peu comme un Airbnb de luxe à la campagne, avec en plus le fait que les chiens sont acceptés. On sait qu'en France, de plus en plus, les chiens ne sont pas acceptés partout. Donc ça, c'est assez cool. Et le grand point fort, c'est le partage de connaissances. C'est-à-dire que sur les sites, la plus grande valeur ajoutée, c'est les techniques qui vont être enseignées aux touristes qui veulent y venir. Donc les techniques, il s'agit de l'agroforesterie, il s'agit de la permaculture, il s'agit des jardins forêts et toutes les techniques pour être énergétiquement autonome avec le bois, le solaire, l'éolien. L'autonomie en eau également avec les technologies pour récupérer les eaux de pluie et les techniques de recyclage. Donc les 4 éléments qui sont l'eau, la terre, le feu, l'air sont métaphorisés entre guillemets sur les 4 piliers du projet qui sont le juridique, le financier, le touristique et l'environnemental. Je précise également que Jean, il a eu cette idée que le gîte ou que les gîtes deviennent gratuits en cas de crise majeure, crise environnementale, guerre, etc. Donc l'objectif ce serait d'avoir le maximum de gîtes possible en France et ensuite une fois que ça marche bien à l'étranger. Merci de m'avoir accordé votre temps. Il y a beaucoup de gens qui cherchent un sens à leur vie. Je parle de cette peur-là. Après, je vais me mettre en autarcie, je vais être autonome tout seul. Dans mon peur, je dis, ça sert à rien, ça. À d'autres personnes. Et puis, et dans la famille, on avait envie de faire un gîte. Moi, je reprends le truc et je discute avec mes voisins et tout. Il faudrait qu'on fasse un gîte, voilà, mais autonome. Si on peut le faire de façon touristique et faire connaître cette technologie, les matériaux biosourcés, la permaculture et après vraiment étendre dans l'éducatif. Hein. Bien sûr. Donc sur la conclusion générale, nous avons parcouru aussi un chemin qui était assez dense. Donc je vais essayer de rassembler les plus grandes idées. Donc nous avons vu dans un premier temps comment les trusts et Bitcoin peuvent nous offrir une indépendance financière inégalée, nous permettant de devenir notre propre banque, que ce soit dans le monde tangible ou numérique. Nous avons exploré des stratégies pour maximiser et protéger notre patrimoine en investissant intelligemment dans des actifs comme les machines de minage ou des entreprises visionnaires comme MicroStrategy, sans oublier l'importance cruciale de gérer avec sagesse notre portefeuille numérique. La législation française et les outils comme Liana ou Time Guardian nous offrent une armure pour protéger notre patrimoine et notre famille, ancrant notre sécurité dans le droit et la technologie en même temps. Au-delà de ces outils, nous avons plongé dans l'importance de gouverner nos vies numériques et émotionnelles, de ne pas devenir les esclaves de la technologie mais bien ses maîtres, conscients et vibrants, ancrés dans l'instant présent.
Et enfin, nous avons évoqué l'impératif de penser à long terme, de nous reconnecter avec ce qui compte vraiment, la nature, notre communauté, notre bien-être. Et dans cet esprit-là, je vous appelle dès que possible à rejoindre cette aventure et à investir dans ce qui fait du sens. Donc Jean Réveillat, qui est le gérant de ce projet, il est vraiment super et j'aimerais bien l'inviter un jour pour vous le présenter. Et je vous laisserai avec les deux mêmes que j'ai mis là, qui ne constituent en rien un conseil en investissement. On laisse réfléchir un peu. Parce qu'en général, dans la gestion de fortune, si vous allez rencontrer des gestionnaires de patrimoine français, ils disent que les crypto-monnaies, c'est pas plus d'1%, pas plus de 2%, surtout pas plus de 5%. Voilà, faites votre propre recherche. Et là, c'est vraiment pour vous ramener sur le contrôle de vos vies, le contrôle de vos finances. Il y a souvent le FOMO, il y a souvent des peurs qui sont liées à l'investissement. Et on se demande souvent quand est-ce que c'est le bon moment pour commencer à investir et à se lancer. Le bon moment, c'est toujours maintenant en fait. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette citation. « Le futur est brillant car nous avons les clés pour le construire. » Merci de m'avoir accordé votre temps. Ça va? Ah ouais, danse, hein. J'avais prévenu. Ah, tu nous as pas épargné. Hein. Mais il y a énormément de points intéressants. Surtout en commençant par le trust. Ouais. Donc ça se matérialise en fait par un contrat entre un notaire, c'est ça? Alors c'est pas forcément un notaire, ça va être, je vous fais passer le micro. Ouais. C'est pas forcément un notaire, c'est souvent un avocat qui est spécialisé dans les trusts, ou un cabinet d'avocats qui fait que ça, ou même des institutions financières. Il y en a beaucoup en Suisse qui sont spécialisés que pour faire ça, détenir les Qui trusts. là sont plutôt proches des banques. C'est plus proche d'une banque ou non? C'est des Non, fonds. je dirais Ouais, pas que des c'est fonds. non, c'est des spécialistes de trust. D'accord. C'est vraiment un produit à part. C'est un objet légal même en France, quoi. En France, c'est un Alors. objet légal, quoi. Alors c'est un peu spécial. En France, vous avez le droit de détenir un trust si vous avez un lien avec l'étranger. C'est-à-dire que le trust qui est constitué à l'étranger, ensuite vous venez en France, vous avez des activités en France, c'est accepté, mais on ne peut pas légalement construire un trust depuis la France et avec aucun lien avec l'étranger. Et le plus simple pour en créer un depuis la France, c'est d'aller en Suisse, quoi. C'est la Suisse. Vous n'avez pas le droit d'en créer en France. Un habitant en France, je parle Un de habitant en France, un trust, c'est Quand on- forcément avec un lien avec l'étranger. Il faut qu'il y ait un lien avec l'étranger. Et il ne Donc, faut pas aller en Suisse et l'ouvrir, quoi. Donc j'ai pas le droit, quoi. En tant que non, citoyen si tu, français, si tu travailles en Suisse, que tu es frontalier, ou que tu travailles en Angleterre, ou que tu as une réelle activité à l'étranger, là tu peux ouvrir un trust. Et c'est quoi la différence entre trust et une SCPI alors? SCPI, c'est juste un fonds immobilier. Tu parles de SCI. SCI. Je voulais dire SCPI, mais t'as raison, une Non, c'est t'as raison, SCI. c'est SCI. Alors, la SCI, déjà, tu peux y mettre que de l'immobilier. Dans un trust, tu peux y mettre tout ce que tu veux. J'ai pas parlé, il y a un autre produit en gestion de fortune internationale, c'est l'assurance vie luxembourgeoise. Donc, à la différence d'une assurance vie française, l'assurance vie luxembourgeoise, elle est hyper flexible. Elle ressemble presque à un trust. Donc, l'assurance vie luxembourgeoise peut être presque un intermédiaire pour protéger ses actifs, de passer par une assurance vie luxembourgeoise, où on peut également mettre plein d'autres actifs. C'est-à-dire que ça s'appelle une assurance vie, mais on peut mettre des parts d'entreprise, on peut mettre de l'immobilier, enfin, on peut quasiment tout mettre, c'est très flexible. En fait, le trust, ça marche tout bien avec les prêts lombards, parce que en fait, tu as ton trust, tu payes pas d'impôts, tu fais pas de sélection et tout, tu mets tout là-dedans. Et en fait, tu fais des prêts lombards là-dessus pour pouvoir la gérer ta vie au quotidien, quoi. Mais C'est ça, mais par contre, en tant que Français, c'est pas parce que vous avez un trust que vous payez pas d'impôts. Il y aura quand même des mécanismes à mettre en place, les donations anticipées, etc. Vous évitez pas l'impôt, c'est pas de l'évasion fiscale, c'est vraiment juste l'utiliser comme une protection supplémentaire. ouais, en fait, Pour pas se faire voler. Oui, t'es pas dans la fiscalité dans notre pays, quoi. Tu restes fiscalité française et ils reconnaissent le produit du trust. C'est ça. Ok. J'ai une question par rapport à la partie gestion de ses émotions et de son mental. Ouais. Tu l'as un petit peu fait avec cette slide, hein, du coup, la dernière, mais comment tu fais le lien avec la gestion de ça, de son mental et de ses émotions, dans le cas justement de la gestion de sa crypto et de ce qu'on sait que ça peut générer quand t'es bull market, bear market, halving, réputation, rumeur, enfin tu vois, comment tu fais ce lien? Alors,
pour moi, la notion de risque, en fait, elle est tout le temps proportionnelle à ton niveau de connaissance. Et donc, si ton niveau de connaissance, il est vraiment pas élevé, que tu viens juste de commencer dans la crypto, ou tu essayes de commencer à investir tes premières cryptos et que tu n'as pas lu les livres, tu n'as pas fait les conférences, tu n'as pas encore pris tout ce temps-là, et bien forcément, quand quelqu'un va te dire d'acheter, tu vas acheter, quand quelqu'un va te dire de vendre, tu vas vendre. Et les médias, en plus, ils vont rajouter une peur supplémentaire. Donc, comme j'ai dit dans la partie, c'est vraiment de couper le bruit, la télé, déjà, on peut l'acheter par la fenêtre depuis déjà longtemps, de couper le bruit et vraiment de se concentrer sur les fondamentaux, c'est-à-dire les gros bouquins, les gros podcasts, vraiment tout ce qui n'est pas sexy au premier abord. C'est là où on va vraiment aller créer les fondations. Ensuite, une fois qu'on a nos convictions et qu'on a fait tout ce chemin-là, on n'est plus perturbé par le bruit ambiant. L'éducation, ouais. Et justement, c'est pour ça que, sachant ça, que le plus important c'est la connaissance, c'est la première barrière à l'entrée dans l'industrie. C'est pour ça qu'avant d'avoir ce niveau de connaissance, avant d'arriver à ce niveau de connaissance, vaut mieux pas investir soi-même. Parce qu'il y a 85% des investisseurs crypto qui sont en négatif les 3 premières années. Donc ils font pas de bénéfices. Tu peux avoir un portefeuille qui monte, mais ça veut pas dire que ton PNL réalisé, il est positif. Et donc 3 ans pour perdre de l'argent, c'est des pertes d'argent et des pertes de temps. Donc vaut mieux perdre un peu de temps pour gagner en connaissance, pour arriver à un état où tu peux gérer et faire des bénéfices. Et à ce moment, tu confies la gestion de ton épargne à des investisseurs plus aguerris pendant que tu gagnes en connaissance. Ce qui fait que ces fonds, tu vas les récupérer et tu vas pouvoir les investir toi-même, mais ils auront déjà bénéficié de rendement. Quand tu dis qu'ils perdent de l'argent sur les 3 premières années, c'est justement parce que ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour avoir des convictions fortes. Exactement. Et qui peuvent vendre au mauvais moment, acheter au mauvais moment, et au final ils servent de porte de liquidité pour les traders plus aguerris. Et parfois ils ne savent même pas où mettre les fonds par rapport à leur profil, etc., etc. Donc il y a un niveau de connaissance à avoir pour pouvoir gérer ses propres fonds. De manière générale, on peut dire que la liberté a un prix, un gros prix, et ça peut être soit le prix de conseil en gestion ou de son temps. Voilà, de son temps.